Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour mieux ou Bien. Patrice, Christophe, Emma, bonjour à tous les deux. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Patrice, au sommaire. Je vais demander à Emma de le chanter. L'été sera chaud. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. C'était ça? L'été sera chaud. L'été sera... Ouais, tube d'Éric Chardin. Voilà, oui, mais bien À la fin des années 70. Avant Stone. Non. Oui, ils ont même chanté Ah, si, ensemble. Stone et Chardin. Oui, il y bien avait sûr, Stone et mais- Chardin, mais après Chardin a fait une carrière La solo. Ventura. pas C'est parti en avant. karaoké. De quoi on parle au fait? Non, bon, pas l'été avant, sera c'est après. chaud, sauf qu'il sera peut-être plus chaud pour certains que pour d'autres, parce que la chaleur, rien de plus subjectif. Nous sommes tous inégaux face au mercure qui grimpe. Emma. On parle homéopathie aujourd'hui parce que l'Espagne a décidé de retirer certains produits jugés non efficaces. Enfin, parce qu'elle considère l'homéopathie comme non efficace, certains produits ont été retirés. Donc on va faire la lumière sur l'homéopathie, ce qu'on sait de son efficacité ou pas aujourd'hui. Ouais, c'est un des pays, un pays de plus qui à fait. retire l'homéopathie, mais ils sont radicaux, on va en parler, mais c'est pour eux, ça sert à rien. Christophe. Moi aussi, je vais vous parler température. Et à défaut de vous l'apprendre, je vais vous donner quelques informations. Oui, parce qu'effectivement, il fait chaud, il va faire chaud. Et revient toujours le même conseil, évitez de faire du sport aux heures chaudes. Ah oui. Sauf que vous allez voir qu'il y a quelques nuances quand même. Eh bien, on va commencer avec le PATSCAN. Patrice, la chaleur, il y en a certains qui s'en accommodent sans peine et semblent même parfois redoubler d'énergie. D'autres sont amorphes dès que le thermomètre indique plus de 25 degrés. Bah oui, ils n'ont envie de rien, ils passent leur temps à chercher un carré d'ombre et ne rêvent que de climatisation. Vous pouvez trouver ces deux types de profils d'ailleurs au sein d'une population homogène. Alors qu'est-ce qu'on entend par population homogène? C'est-à-dire composée de personnes qui ont à peu près le même âge, la même corpulence et une condition physique équivalente. Autrement dit, le ressenti dépend des gens, quoi. Voilà, il y a une différence de ressenti, ça peut s'expliquer de différentes manières, et le premier critère, c'est génétique. Oui, si les ancêtres de vos ancêtres sont africains, c'est pas tout à fait la même chose que si vous descendez des peuples du Nord. Darwin, d'ailleurs, en a parlé bien avant moi, et évidemment beaucoup mieux que moi, et nous savons tous, grâce à lui, que l'environnement influe sur l'évolution des espèces et l'évolution des populations, même si nous ne sommes pas prisonniers de notre capital génétique et que nous disposons tous quand même d'une capacité d'adaptation face aux événements. Et puis, on n'a pas tous le même métabolisme. Non. Autrement dit, l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans notre organisme. C'est ça le métabolisme. Car nos cellules, figurez-vous, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, bossent en permanence et elles transforment les molécules. Et ce faisant, puisqu'elles bossent, elles finissent par produire de la chaleur. C'est comme vous, quand vous vous agitez, quand vous bossez, vous avez un petit peu plus chaud que si vous restez immobile. Et cette chaleur, elle varie d'un individu à l'autre. Si vos cellules bossent vite, elles produiront plus de chaleur que les miennes, par exemple, à supposer que mes cellules, à moi, bossent lentement. Et puis, il y a la couleur de la peau. Elle influe sur la capacité à résister à la chaleur. Alors tenez-vous bien, une peau noire, même si elle capte bien la chaleur, est en mesure ensuite de l'évacuer plus facilement qu'une peau blanche qui, elle, met plus de temps à évacuer la chaleur parce qu'une peau blanche absorbe l'énergie solaire plus en profondeur qu'une peau noire. Et plus la chaleur s'installe en profondeur, forcément, moins il est facile de s'en débarrasser. Et puis, on peut jouer sur l'alimentation pour limiter la sensation de chaleur. Alors, c'est pas compliqué. Plus vous absorbez de calories, plus vous aurez chaud. Il faut considérer que l'organisme est une chaudière et que les aliments en sont le combustible. Donc si vous mangez des choses qui donnent du boulot à votre système digestif, là aussi, il va s'activer et du coup, ça va produire de la chaleur, d'où l'inconfort de celui qui se tape un steak frites bien chaud au lieu d'une salade quand il fait 30 degrés à l'ombre, quoi. Et si on peut, on s'hydrate. Bah oui, Hein. tant qu'à faire. Hein. Quand vous avez chaud, vous transpirez, c'est une réaction naturelle de l'organisme qui, de cette manière, reste à 37 degrés, qui est la température idéale, alors que la température extérieure, elle, est plus élevée. Mais quand vous transpirez, vous perdez de l'eau et à force, vous risquez d'être déshydraté avec l'impression d'être dans un four. Donc, pour lutter contre la sensation de chaleur, on le dit évidemment parce qu'on est à la veille de l'été, mais enfin ça vaut pour toute l'année, mais particulièrement en été, il faut boire et évidemment boire de l'eau plutôt que des boissons
sucré ou de l'alcool, cela va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Voilà. On reparlera d'ailleurs de la transpiration tout à l'heure dans la chronique de Christophe et je vous expliquerai à l'écran ce qu'est le coup de chaleur. Vous avez sûrement entendu parler du décès de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui était connue pour sa BD Persépolis, qui avait été portée à l'écran. Elle s'est éteinte à l'âge de 56 ans. Elle est morte, je cite, de tristesse, un peu plus d'1 an après le décès de Mathias Ripa, son mari et l'amour de sa vie, ont écrit pudiquement ses proches dans un communiqué qui avait été transmis jeudi 4 juin à l'agence France Presse. Alors depuis, on m'a souvent parlé, peut-être vous vous êtes posé la question, comment peut-on mourir de tristesse ? On connaît tous des histoires de couples, de personnes âgées. Il y en a un qui meurt très vite après le décès de l'autre parce que la vie n'a plus de sens. Mais est-ce que ça a un fondement physiologique ? Alors, il y a 2 façons de mourir d'un stress. Il y a notamment le Tako Tsubo qui a été décrit au Japon. Tako Tsubo, c'est un vase avec une forme particulière dans laquelle les pêcheurs japonais piègent les poulpes ou les pieuvres. Et à la suite d'un traumatisme important, d'un stress aigu, on a vu que le ventricule gauche prenait une forme qui ressemblait à ce Takotsubo et entraînait un décès brutal. Et puis à côté de ça, il y a le stress chronique qui peut expliquer un peu plus ce qu'on appelle la mort à cause d'un chagrin, d'une tristesse importante. D'abord, parce qu'il y a la dépression. Quand on est dépressif, on ne mange plus, on se laisse aller, on ne s'hydrate plus, et tout ça, ça peut entraîner la mort. Mais on sait aussi que le stress, on en parle souvent, entraîne une décharge régulière d'adrénaline, et cette adrénaline va finir par contracter les vaisseaux, entraîner une vasoconstriction, et donc tous les organes sont moins irrigués, et cette adrénaline fait monter la tension. Bref, elle a un effet néfaste sur tous les organes. Et puis on sait aussi que le stress chronique, qui peut être lié au chagrin ou à la tristesse, entraîne une diminution de l'efficacité du système immunitaire, et que donc on est beaucoup plus sensible à toutes les infections qui pourraient arriver. C'est ça qu'on appelle mourir de tristesse. On va passer maintenant à la chronique d'Emma. Emma, on va parler homéopathie. Alors, c'est un sujet qui est hyper touchy dans tous les pays, mais alors en France, peut-être encore plus. Il y a ceux qui croient à l'homéopathie, il y a les autres, il y a les inconditionnels, même des sortes d'ayatollahs de l'homéopathie, des gens qui prennent aucun autre médicament que l'homéopathie, et il y en a qui n'y croient pas du tout. Alors, en l'occurrence, l'Espagne a tranché. Le pays considère maintenant officiellement que c'est inefficace. Oui, et je précise que, comme souvent dans cette chronique et dans cette émission, nous, on ne va pas donner un avis, on va rapporter des faits. Et ça nous permet après, et ça vous permet à la maison de vous faire une idée et peut-être de réfléchir à tout ça. Donc oui, le constat de départ, c'est en effet que l'Espagne considère que c'est inefficace, mais ça ne s'arrête pas là, puisque elle envisage que ça ne sert à rien. L'Agence espagnole du médicament a décidé carrément de retirer une grosse quantité de produits homéopathiques du marché. Donc il en reste encore quelques-uns à la vente, mais ils ne peuvent se prévaloir d'aucune indication thérapeutique. Voilà, et à l'origine de tout ça, il y a des travaux scientifiques. Oui, des dizaines de publications étudiées dans un rapport concernant l'usage de l'homéopathie dans la prise en charge, alors aussi bien des rhumatismes que de pathologies psychiatriques ou de maladies de la peau. Et la conclusion, en résumé, c'est qu'il n'y a pas de preuves scientifiques solides pour affirmer l'efficacité de l'homéopathie, soit parce que les études ne montrent pas une différence significative entre l'homéopathie et le placebo, soit parce que ce sont des études considérées comme de faible qualité méthodologique, parce que notamment elles ont été réalisées sur des échantillons trop petits, sur trop peu de personnes, et que donc on estime que c'est pas pertinent. Alors on va quand même rappeler les principes de base de l'homéopathie. Il y en a principalement 2. La similitude d'abord, c'est-à-dire c'est l'idée que toute substance qui est capable d'induire des symptômes chez un sujet sain pourrait aussi, à un dosage très particulier, très précis, faire disparaître ces mêmes symptômes. En gros, ce qui rend malade à forte dose peut guérir à faible dose. Ça, c'est la similitude. Et le deuxième principe sur le dosage, justement, c'est l'infinitésimalité qui consiste à diluer une souche de manière exponentielle. Donc, pour vous donner une idée, vous savez, ça marche en CH, l'homéopathie. Eh bien, une formule à 6 CH, c'est comme diluer un sachet de sucre dans la mer Méditerranée. C'est la dilution extrême et exponentielle. C'est ce qu'on appelle aussi
la mémoire de l'eau. Avec Benveniste qui avait Exactement. beaucoup de polémiques. Exactement, qui avait essayé de faire une étude scientifique et de la faire valoir, mais elle n'a jamais été validée. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que cette mémoire de l'eau, ça repose plutôt sur de la littérature que sur autre chose. Ce n'est pas de la science, puisque tous ces principes dont je viens de vous parler n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Et la France a décidé de dérembourser l'homéopathie, qui était remboursée à 40%, je crois, à un moment, mais de le dérembourser complètement en 2021. Voilà, ça s'était fait en 2 temps, et tout ça suite à une longue expertise de la Haute Autorité de Santé, qui avait notamment conclu à l'absence de démonstration d'efficacité des médicaments homéopathiques. Elle soulignait aussi que souvent, l'homéopathie est utilisée pour prendre en charge des affections bénignes, c'est-à-dire que de toute façon, elles vont finir par se résoudre spontanément. Et puis, elle notait aussi, au moment justement de supprimer ce remboursement, que son usage ne permettait pas de réduire la consommation de médicaments. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à prendre des cachets pour se faire du bien, alors qu'on sait qu'ils ne sont pas forcément efficaces. Mais même dans notre geste, ce n'est pas très intéressant de ce qu'invite à faire l'homéopathie. Donc aujourd'hui, il y a la France, il y a l'Espagne, mais il y a aussi le Royaume-Uni, l'Australie, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis. Tous ces pays ont mené des travaux qui n'ont pas conclu à l'efficacité de l'homéopathie. Alors, ils n'ont pas forcément tous pris les mêmes décisions concernant l'interdiction ou pas, la vente ou pas de ces produits. Je sais qu'il y a débat entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Mais dites-nous, vous, si ces travaux et les décisions vous font réfléchir différemment, parce qu'on sait aussi qu'il y a pas mal d'homéopathie dans les familles, qu'on peut notamment les utiliser pour les enfants. Ça nous intéresserait de savoir si ça fait bouger les lignes dans votre esprit. Oui, envoyez-nous ça sur contact. C'est quoi? C'est contact mieux. Attendez, je vais vous dire ça parce qu'il ne faut pas se tromper. Je vais vous dire. contact@mieuxmedia.fr. Donnez-nous votre avis sur l'homéopathie. Alors, Emma l'a rappelé au début de sa chronique, ici on ne prend pas de position pour ou contre l'homéopathie, on vous donne les faits, c'est-à-dire que l'Espagne a décidé de dérembourser comme d'autres pays l'homéopathie. On sait aussi qu'il y a ce débat autour de l'effet placebo de l'homéopathie, que l'homéopathie pour ses défenseurs serait même efficace chez les animaux, chez les chevaux, et qu'on se demande comment l'effet placebo pourrait fonctionner chez les chevaux. Bon, voilà, il y a un gros débat autour de l'homéopathie. Le laboratoire Boiron, qui est leader dans le domaine de l'homéopathie, à l'époque du déremboursement, avait hurlé en disant que ça allait mettre en l'air un nombre d'emplois considérable, que seuls les gens qui avaient les moyens pourraient s'acheter de l'homéopathie. Bon, voilà, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. On ne prend pas position. Si vous prenez de l'homéopathie et que ça vous fait du bien, continuez à en prendre. Ça ne fait pas, de toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais donnez-nous votre avis sur cette histoire d'homéopathie. On va retrouver notre coach Cricri. Alors, Cricri, normalement, quand il fait trop chaud, on dit qu'il ne faut pas s'entraîner. Alors oui, mais il faut quand même un peu nuancer les choses. C'est un conseil qui est parfait pour la majorité des gens. Cela dit, pour ceux qui préparent une compétition qui aura lieu en pleine chaleur, un marathon, même un semi-marathon, un triathlon, que sais-je, un Ironman, pour aller au bout des choses. Autant se mettre dans les conditions. Exactement, s'entraîner uniquement à la fraîche, alors que cette compétition aura peut-être lieu à un moment où il fera chaud, c'est se tirer une balle dans le pied. La raison, c'est que le corps, il s'adapte, et il faut l'entraîner à s'adapter, justement. On appelle ça l'acclimatation à la chaleur. Si vous ne vous exposez pas à ces conditions difficiles, on va dire, pendant que vous vous entraînez, votre organisme ne saura pas gérer ces conditions le jour J. Alors, il faut 10 jours d'exposition progressive pour s'acclimater, puisque le corps va s'adapter, il va transpirer plus, mais moins de sel dans la sueur. Exactement, donc une sudation qui va être moins efficace le jour où il fera très chaud. Le volume sanguin augmente, le cœur travaille plus facilement s'il transpire bien, si le corps transpire bien. La température centrale monte moins vite, on devient littéralement plus résistant à la chaleur. C'est ça l'acclimatation et le fait de s'habituer à cette chaleur ambiante. On y va progressivement à l'entraînement, sous la chaleur. Au début, faible intensité, courte durée, on s'hydrate correctement. Puis on allonge, on accélère, on se rapproche des conditions de course le jour où il fera chaud, effectivement. Et c'est comme le volume ou l'intensité, on construit cette adaptation pour pouvoir être efficace au jour J. Alors, il y a quand même des risques si on ne respecte pas cette acclimatation, notamment des risques de coups de chaleur. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que la Coupe du Monde de foot a commencé au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et il y a des risques très importants de température très élevée pendant certains matchs. Toutes les équipes médicales se sont intéressées à ça avant de partir aux États-Unis pour prévoir. C'est pour ça qu'il va y avoir d'ailleurs pour la première fois des pauses
chaleur, des pauses de rafraîchissement au milieu de chaque mi-temps pour que les joueurs puissent se réhydrater. Et sur une partie des États-Unis, et là où l'équipe de France risque d'aller aussi vers Miami, en Floride notamment, non seulement il va faire chaud, mais il va faire très humide. Et c'est cette humidité dans l'air qui fait qu'on peut avoir un coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est quand la température corporelle, qui au lieu d'être autour de 37, va monter. À partir de 40 degrés de température, on commence à en sentir des nausées, on peut vomir, on peut se sentir mal. Et après 42, il y a un danger vital très important. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme ? Je vais vous montrer ça sur un schéma que j'ai fait sur mon petit paperboard, voilà, à l'ancienne. Alors vous avez ici, il fait chaud, température élevée, mais pas trop d'humidité dans l'air. Que fait l'organisme ? Il transpire. La sudation permet, même en cas de chaleur et d'effort, d'éliminer l'excès de température dans le corps. La température va monter un petit peu, mais elle reste dans les limites raisonnables. En revanche, il fait beau, mais vous voyez cette humidité que j'ai illustrée par ces petits traits-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Pendant la chaleur, à cause de la chaleur et pendant l'effort, vous vous mettez à courir ou les joueurs vont jouer sur un terrain de foot, il va y avoir une couche d'humidité liée à l'environnement qui va se mettre sur la peau et qui va empêcher la sueur de s'évaporer. Donc la sueur ne peut pas partir, le corps ne peut pas éliminer l'excès de chaleur, il y a une sorte de couvercle d'humidité qui fait que c'est comme une cocotte minute, la température corporelle va augmenter beaucoup, et c'est là où je vous ai dit, à partir de 40 degrés, et même avant, on commence à ne pas se sentir bien, surtout quand on est en train de jouer un match de la Coupe du Monde de foot, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais aller courir, faire un footing ou quoi que ce soit, quand il fait vraiment très humide, si vous partez en vacances dans des régions tropicales par exemple, dès que vous sentez que vous avez une couche d'humidité sur la peau, vous arrêtez de courir, parce que sinon, encore plus si vous avez des nausées ou des vomissements, parce que même si vous buvez, ça peut pas s'évacuer. Et le seul moyen, c'est la glace en fait. Vous mettez une poche de glace, les coureurs cyclistes le font quand il fait très chaud. Ils prennent une petite poche de glace et ils la coincent entre leur peau et le maillot ici au niveau de la nuque pour vraiment, pour le coup là, de façon mécanique, refroidir le corps pendant l'effort. Il faut refroidir quoi ? Alors le sang, dans ces cas-là, on peut le mettre sur les circuits, sur l'aine ou sur... Oui, parce qu'en fait, le sang circule sous la peau. Et donc, si vous le rafraîchissez, il va ensuite rafraîchir l'intérieur de l'organisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les séances sous ces conditions-là pour les athlètes doivent être encadrées. Elles le sont d'ailleurs aujourd'hui. Et l'équipe de France de foot en serait un excellent exemple si, quand il fera très chaud, évidemment que l'équipe médicale veillera au grain autour des joueurs. On surveille le poids des joueurs ou son poids si on est concerné, avant et après l'entraînement évidemment pour estimer les pertes, notamment les pertes en eau. On adapte ses apports et on récupère sérieusement derrière en se mettant au frais, effectivement, Michel. Et après 35, alors quand c'est supérieur à 35 degrés, comment on récupère ? Alors, la récupération, effectivement, n'est pas la même. Il y a un stress thermique qui vient s'ajouter au stress mécanique que vous avez occasionné en faisant un effort, en courant, en jouant au foot, en faisant un sport de combat. Donc il faut refroidir le corps avec des douches fraîches, une serviette mouillée, des boissons froides. Les serviettes mouillées, toutes les choses mouillées et fraîches que vous pouvez utiliser, vous les mettez donc au niveau de la nuque et ça marche très très bien. On conseille aussi de les mettre au niveau des avant-bras. Vous ferez un test, quand il fait très chaud, vous êtes à la maison, prenez un truc de très froid, vous le mettez sur votre avant-bras, vous allez voir, vous allez sentir une vraie sensation de chaleur. Il faut reconstituer ce qu'on appelle les électrolytes perdus, notamment les sels, au travers de boissons adaptées pour refaire le plein de ces électrolytes. Et enfin, il faut accepter, et ça c'est plus psychologique et c'est important pour les gens qui sont dans une compétition comme les joueurs de foot, que ça fatigue davantage et que, comme on ne fait pas tous les jours ce genre d'effort ou qu'on n'est pas tous les jours avec ce genre de conditions, on est un peu moins efficace que quand il fait moins chaud. Voilà. Et si j'ai pas de compétition ? Eh bien, si vous n'avez pas de compétition, vous gardez le conseil classique qui consiste à dire qu'il vaut mieux s'entraîner tôt le matin ou en fin de journée pendant les vacances si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud et notamment dans un endroit où il fait très humide. Vous cherchez la chaleur sans objectif précis, c'est une souffrance gratuite, ça ne sera pas à grand-chose si vous n'avez pas d'échéance. Donc la vraie question, c'est de savoir pourquoi on s'entraîne. Si votre course est en septembre à 8h du matin dans les Alpilles, c'est pas la peine d'aller forcer en juillet-août en pleine chaleur. En revanche, si elle est en août au Cap-Vert, j'ai choisi cette
ce lieu un peu par hasard. Il va falloir apprendre à fonctionner comme si vous étiez une vraie chaudière, parce qu'il fera très chaud et potentiellement très humide. Voilà, je vous rappelle les signes. Hein, si quand vous faites du sport, vous avez des maux de tête, que vous avez des nausées, que vous avez des frissons, alors qu'il fait chaud. Encore plus si vous commencez à être confus ou que votre transpiration s'arrête, vous arrêtez immédiatement, vous mettez à l'ombre, vous buvez et vous attendez que ça passe et surtout vous ne recommencez pas tout de suite. On va jouer à la bonne version. Patrice. Michel. On va faire jouer Christophe aujourd'hui parce que je pense que Michel, il connaît la réponse et qu'Emma, potentiellement, la connaît. Emma, elle est pratiquement après 25 médecin. ans dans la santé. Elle est pratiquement médecin, Emma. Vous auriez J'ai aimé passé mon diplôme. Vous auriez aimé être médecin? Ça m'a jamais traversé l'idée. Ah ouais, et pourquoi vous êtes spécialisé en santé? Non, mais au début j'étais curieuse. J'ai jamais imaginé que j'allais passer autant de temps à travailler en tant que journaliste santé. Je me suis dit je vais y passer 3-4 ans, j'aurais fait le tour de la question. Et puis soudain, 18 ans plus tard, force est de constater il y a toujours des trucs à découvrir. Dans notre univers média, c'est un profil qui est atypique. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pour le plus grand bonheur de nos bien sûr. téléspectateurs et de nous-mêmes. Non, mais si, je le dis quand même, c'est vrai. À bon entendeur, Patrice, je vous écoute. Je joue, il paraît. Oui, c'est vous qui jouez. Alors, vous savez, Christophe, que la médecine est un immense terrain de jeu, jonché de découvertes étonnantes. On découvre régulièrement des syndromes qui témoignent de la bizarrerie de la vie. Et ce matin, et même aujourd'hui, nous nous attardons sur un syndrome particulier qui porte le nom suivant, le syndrome de la main étrangère. Oula. La question est la suivante. De quoi s'agit-il? Version 1. Emma? Alors, le syndrome de la main étrangère est une sorte de syndrome de Gilles de la Tourette qui conduit le patient à utiliser sa main pour avoir des gestes déplacés et souvent à caractère sexuel. Le plus souvent, ça conduit la personne à mettre la main aux fesses de quelqu'un. Ce syndrome est reconnu par le code pénal et plusieurs hommes qui ont fait l'objet de plaintes ont été reconnus malades et n'ont pas été condamnés puisque Mais voyons. c'est une maladie. Ok. Michel, version 2. Le syndrome de la main étrangère, c'est quand une de vos mains contrarie tout ce que fait l'autre main. Par exemple, vous ouvrez une porte de la main droite et votre main gauche ferme cette porte. Autre exemple, vous utilisez une main pour une fourchette à votre bouche et l'autre main la retire aussitôt. Je fais les gestes pour qu'on comprenne bien ce que je dis. On a même vu des patients utiliser une de leurs mains pour frapper l'autre. C'est bien de leur faire. Ouais. C'est très bien qu'il l'ait dit, celle-là. C'est un excellent comédien. Oui, ben oui, tu Ça parles. vous intéresse la troisième version? Bah oui, Oui. parce qu'il me tarde d'avoir la vraie, c'est ça que je veux dire en fait. Le syndrome de la main étrangère est une malformation physique qui se traduit de la manière suivante. La main du patient n'a absolument aucune empreinte digitale. Ça peut concerner la main droite, la main gauche ou les deux. Vous avez bien fait de ne pas me poser les questions. Ah bah oui, vous avez la réponse. Je donnais la réponse, ouais. Et Emma, je pense Vous que... ne connaissez pas, vous? Non, moi je connais pas la réponse. Le Gilles de la Tourette, Je crois qu'on en avait parlé au magazine de la santé. Déjà. Ah ouais? Ouais. Ah, Vous savez, connaissez cette émission? Ouais. Ça me dit quelque chose. Elle y dort, Emma. Vous, non. vous, Alors, vous- Gilles de la Tourette, non. Non, Elle était bien quand même. Oui, elle était rigolote. Elle était Vous n'aimez drôle. pas l'histoire de Non, la main qui ne se contrôle pas, quoi? Ouais, j'ai du mal avec cette version-là, donc celle-là, je l'éliminerai. Est-ce que j'ai bien fait de l'éliminer? Ah bah, continuez. On D'accord, verra. alors d'accord. poursuivez votre La main réflexion. étrangère, pour le Ça coup, nous intéresse. la main gauche qui contrarie la droite ou inversement, ça, c'est un truc de dingue. Et j'aime bien cette version-là. Et j'essaye de voir dans ces quatre yeux que je connais bien quand même. Comment vous faites? Non, Non, tu te si, reposes. non, mais- attendez, je suis en difficulté. Hein, donc, respectez-moi. La main du patient qui n'a pas d'empreinte digitale, je croise les skis là parce qu'on a déjà parlé d'un truc avec les empreintes digitales, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc celle-là, je l'élimine aussi parce que je ne sais pas la jauger. Je dirais que la version de Michel avec la main droite réfractaire à la gauche et inversement me paraît être celle qui est... Ça, c'est votre mime qui a tout fait, Michel. Non. C'est sûr. Non, mais c'est parce que je ne le regarde pas, c'est pour ça que je préfère pas. Mais je dirais la... Alors, Michel a la réponse, mais Emma, vous disiez que vous n'avez pas la réponse. Vers quelle version vous iriez, vous? Moi, celle-là, je la trouve très drôle, mais j'arrive pas à y croire. la Ah oui, les deux j'ai l'impression mains d'être dans antagonistes. un Ouais. film de Funès, quoi. Ouais. Donc j'aurais misé sur la vôtre. Vous auriez Ah, mais en misé même sur temps, étrangère, pourquoi étrangère avec Ouais. cette... la main étrangère, Ouais, on sait pas pas, d'empreinte pas digitale. d'empreinte, on sait pas. Étrange. Moi, j'aurais dit la main inconnue, en fait.
La main étrange. C'est pour ça que l'empreinte digitale... Moi, je serais allée vers votre version, Patrice, avec le défaut d'empreinte digitale. Le fait qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale. Pas moi. Moi, les mains antagonistes. La droite et la gauche qui se contredisent. Voilà, pam. C'est ça? C'est ça. C'est magnifique. J'ai l'impression La d'avoir... bonne version, c'était effectivement celle de Michel. Le syndrome de la main étrangère est aussi appelé apraxie diagnostique. Ouais. Hein, ou encore syndrome du docteur Folamour. D'accord. C'est une maladie neurologique provoquée par une lésion cérébrale des corps calleux qui relient les deux hémisphères du cerveau. Les corps calleux, c'est le pont. Il y a deux hémisphères et au milieu, il y a des neurones qui relient les deux hémisphères parce qu'il y a des passages de temps en temps par exemple, ça se croise quand vous avez l'œil droit, c'est la partie gauche du cerveau qui le gère et vice-versa. Et donc ce passage est très important. Et quand il y a des problèmes au niveau du corps calleux, les infos ne passent pas d'un côté à l'autre. Voilà. Incroyable. C'est drôle. Non, c'est pas drôle, mais c'est cocasse, on va dire. Moi j'aimais beaucoup la version d'Emma quand même. Oui, mais le mec qui met la main aux fesses et qui dit c'est pas de ma faute, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma main. Christophe la choisirait. C'est pour ça qu'on l'a joué, mais il n'y est pas allé. C'est trop beau pour être vrai. Merci les amis. Pour revoir l'émission chaîne YouTube et sur les réseaux de Mieux, si vous avez des questions ou des suggestions, vous allez sur contact@mieuxmedia.fr. Je vous le redis, donnez-nous votre avis sur ce que vous pensez de l'homéopathie, que vous soyez personnel de santé ou consommateur de l'homéopathie. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau Mieux ou Bien. À bientôt.